D'abord, je vais la situer un petit peu dans sa vision. Je crois que Boumedienne avait une conscience très précise de la place et du rôle que pourrait jouer l'Algérie, ou du moins qu'il voulait lui faire jouer. Et je crois que son idée, c'était de faire justement de l'Algérie la grande puissance maghrébine de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Alors, à partir de cette vision, on peut s'expliquer un petit peu ce qu'il a voulu faire là, la triple révolution, révolution industrielle, révolution agraire, révolution culturelle. Voilà. Alors, et donc fonder tout cela sur le développement. Et en marge, c'est-à-dire en dehors de nos études, on militait dans les formations politiques. On faisait n'importe quoi, en réalité. Mais en dehors d'une certaine activité militante et en dehors des études, effectivement, moi j'ai activé, par exemple, dans des commandos égyptiens, j'ai participé avec des commandos égyptiens, l'apprentissage des armes, l'utilisation des explosifs, tout ça. On a fait beaucoup de stages, la majeure partie des étudiants à l'époque profitaient de n'importe quel stage qui s'offrait à eux pour apprendre. Oui, parce qu'on sentait que quelque chose va arriver en Algérie. Oui. C'est-à-dire qu'on a passé 35 jours dans un yacht. La fameuse princesse Dina, l'ex-reine de Jordanie. C'est-à-dire qu'on a fait une sorte de voyage royal. On a fait l'Égypte, Benghazi, Tripoli, la Sicile, on est passé par la Sardaigne c'était Emilia. Et on a rebroussé chemin vers l'est. C'est-à-dire dans un petit village qu'on n'arrive même pas à distinguer aujourd'hui sur la carte, c'est du nom espagnol, Capo de Agua. Se trouve pas très loin de la Moulouia, c'est-à-dire pas très loin des frontières de l'Algérie. Oui. Et là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a débarqué le peu d'armes qu'on a acheminé, on a fait rentrer ces armes en Oranie. Et c'était avec ces armes qu'on a fait le déclenchement de la révolution en Oranie. Pour nous, c'était comment sauver la révolution, comment permettre à la révolution de continuer sa marche. Pour d'autres, c'était Alger, s'installer au pouvoir Alger en entrant par la grande porte et même en utilisant une certaine complicité de l'administration française. Aux yeux du GPRA, on était dehors de la loi. Non, on n'a pas fêté l'indépendance. Je parle de moi, je parle de tous mes compagnons, je parle de toutes les régions qu'on contrôlait à l'époque. Et c'était la majorité, c'était ce qu'il y avait de plus solide, le noyau le plus dur de la révolution. L'Algérie, à cette époque-là, à ce moment précis, avait besoin d'une équipe d'hommes qui connaissent la réalité, qui n'a pas été déphasée, donc qui n'a pas été éloignée du terrain du combat, qui connu une certaine continuité dans l'action. Une équipe qui était en mesure de dire non et d'imposer certaines mesures de redressement. Le 19 juin, pour moi, c'était une sorte de réajustement révolutionnaire. Oui. On a qualifié le 19 juin de coup d'État. Je n'arrive pas à suivre une certaine logique. Parce que les mêmes forces qui ont installé le pouvoir qui a été qualifié avant le 19 juin de pouvoir socialiste, ce sont ces mêmes forces
qui ont pris leur responsabilité le 19 juin pour apporter un correctif. Et entre autres, en fait, il avait ce nouvel ordre économique international dans l'idée, il l'a présenté et défendu devant l'ONU dans un discours resté célèbre du 10 avril 1974. J'ai relu d'ailleurs ce discours avant de venir. Il tient la route. Il tient la route et il fait des analyses extrêmement subtiles qui restent valables de nos jours. Une de ses grandes idées, c'était le droit des pays de nationaliser leurs richesses naturelles. N'oubliez pas que cette nationalisation ne paraissait pas acquise sur le plan du droit international. Quand Mossadegh en Iran a nationalisé les pétroles, la CIA l'a renversé et il a eu les grandes puissances contre lui. Quand Nasser a nationalisé la Compagnie universelle du canal de Suez, il y a eu l'expédition de Suez en 1956. Donc ça, c'est un des points forts de ce discours et de ces revendications qu'il a tout de même fait adopter par l'ONU. Et ce discours donc de 1974 a un accent de modernité. Il reste valable dans ses analyses et même dans son accent. Je vous lirai, si vous le permettez, la première phrase, vous allez voir. Alors que l'homme a inauguré la présente décennie par la conquête de l'espace, montrant par cette prestigieuse performance que sa capacité scientifique et technologique est à la hauteur des problèmes les plus difficiles posés par la nature, sa carence demeure totale face au drame de la pauvreté et de la misère qui étreignent le monde. C'est quelque chose qui reste parfaitement d'actualité, malheureusement. Absolument. Quand on pense à ce qui se passe en Somalie ou dans d'autres pays, eh bien, c'est assez prémonitoire. Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, le monde des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose, c'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Ne peut pas se passer de nous. Et aujourd'hui, il faut trouver la solution contemporaine. C'est-à-dire, il faut que le peuple palestinien recouvre les droits à une patrie. Il faut qu'il recouvre ses propres droits dans sa patrie, dans sa propre patrie. Deuxième problème, je pense que le monde arabe, ou la question de l'unité arabe, ne se pose pas en termes de regroupement regroupement politique de 2 ou 3 États, mais le problème pour moi se pose en des termes tout à fait autres. Il faut créer les bases matérielles d'une véritable renaissance arabe. Le monde actuel est un monde injuste. Et les relations qui le régissent actuellement, ce sont découlent des lois d'une organisation qui ont été en quelque sorte promulguées en notre absence. Oui. C'est un monde qui a été créé sans vous, en notre absence. Oui. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. C'est pas notre monde. Nous voulons créer un monde nouveau et à laquelle nous, c'est-à-dire les pays tiers-monde, participant à sa construction ou à sa restructuration, Un monde qui ne sera pas contre ce qu'on appelle aujourd'hui les pays riches ou les pays industrialisés, mais un monde qui prendra en considération et les intérêts des pays riches, les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays développés
et les pays en voie de développement. Sinon, c'est l'impasse. Pour nous, l'islam a toujours fait partie de nous-mêmes. L'islam, c'est notre religion. Parce que, précisément, nous sommes un pays, nous sommes un peuple, nous sommes une nation qui a un passé, qui a une civilisation. Même si on a mis cette civilisation entre parenthèses, c'est-à-dire la civilisation arabo-musulmane, même si cette civilisation a été mise en parenthèse par l'Occident, moi j'affirme que nous appartenons à cette civilisation qui existait et qui peut, pourquoi pas, renaître dans un ensemble universel aujourd'hui. Par exemple, la révolution et l'islam, moi je dis qu'il n'y a pas de contradiction. Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition. Il ne faut pas remplacer d'anciens prophètes par de nouveaux prophètes. À choisir, je le dis, je l'ai toujours dit, entre notre prophète, entre Mohammed et de nouveaux prophètes, moi le choix ne s'impose même pas.